Salut à tous et à toutes, c'est Geek Forever et bonne année. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'année 2022 donc. Alors, c'était comment pour vous 2021? Alors, vous l'aurez sûrement compris à ma façon de parler, mais cette vidéo-là n'est pas vraiment une vidéo comme on en fait habituellement. Déjà, rien qu'au titre, ceux qui sont des habitués le savent. Mais surtout, ce n'est pas vraiment une vidéo full scriptée et il ne faudra pas vous attendre à des avalanches d'effets spéciaux ou à des critiques sérieuses ou quoi que ce soit. C'est une vidéo assez improvisée avec juste quelques notes sur mon téléphone. Car voyez-vous, 2021, comme toutes les années finalement, a eu des hauts et des bas. Bon, je pense pouvoir dire qu'elle était probablement globalement meilleure que 2020, hein, et encore, voilà, j'ai été parmi les plus chanceux en 2020, je trouve. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, 2021 a été, du moins en termes de médias, une année en or. Et donc c'est pour ça qu'en fin d'année dernière, j'ai mis ce petit vote pour vous demander si oui ou non vous étiez intéressé d'entendre mon ressenti sur les médias de cette année passée. Et du coup, du moins pour ceux qui ont voté, parce que je peux comprendre qu'on n'aille pas sur l'onglet communauté d'une chaîne aussi petite que la mienne, surtout qu'il y a encore pas si longtemps, ben c'était pas vraiment possible pour une chaîne qui n'a même pas 1000 abonnés. Mais bon, on va pas se plaindre pour une fois que YouTube fait un bon changement. Enfin bref, et donc ceux qui ont voté avait l'air plutôt intéressé. Et de toute façon, j'aurais fait la vidéo quand il arrive, je pense. Et donc on va commencer l'année 2022 tranquillement avec cette petite vidéo où je vais vous parler de mes coups de cœur de 2021. Alors avant de commencer, je précise, aussi dingue que ça puisse paraître, non, on ne va pas parler de jeux vidéo. Bon, ok, vite fait, pour Noël, j'ai eu les Gardiens de la Galaxie édition Deluxe sur PS4. Très cool, je recommande. Et donc on va parler des séries et films sortis en 2021 et que j'ai découvert cette même année. Pour la plupart. Vous verrez de quoi je parle. Et on va commencer avec le plus évident, on va aller chez... Et avant de parler de notre premier film, je tiens à dire qu'absolument 100% des œuvres qu'on va aborder ici seront des œuvres d'animation. À une exception près. Donc, autant s'en débarrasser tout de suite. C'est vrai, les films live Disney basés sur leurs vieux classiques sont bien souvent... Bon, ils sont de toutes couleurs et de toutes qualités, mais ils sont généralement loin d'être des chefs-d'œuvre. Et ce film ne déroge pas forcément à la règle, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais je m'en fous, j'ai kiffé Cruella. Oui, jusqu'à en prendre le Blu-ray, commander un poster chez mon cinéma local et télécharger l'intégralité de la bande originale sur Spotify. Et je précise que j'ai décidé de faire tout ça dès l'instant où je suis sorti de la salle. C'est dire. Alors, bien sûr, le film est pas exempt de tout défaut, comme je l'ai dit. Hein. Déjà, les effets spéciaux, il y a quelques passages pas terribles. Hein. Alors, le film n'est pas bourré d'effets spéciaux, hein, mais pour ce qu'il y en a, bon, disons qu'il y a surtout un passage avec de l'eau, avec un personnage dans l'eau, qui est putride en termes d'effets spéciaux. Mais vraiment, je veux dire, j'avais probablement pas dû voir une incrustation aquatique aussi pitoyable depuis cette scène de Lex Luthor dans la Snyder Cut de Justice League. Mais sinon, à part ça, outre le fait que moi j'ai personnellement beaucoup aimé le film, je pense que le film est plutôt bon. En fait, si je devais le comparer à un film, bon, je suis clairement pas le premier à faire cette comparaison, ce serait Joker. Mais bon, non seulement il y a probablement d'autres films qui collent peut-être plus au sujet, mais outre le fait que ce film a beaucoup de points communs avec le film Joker, ce qui n'est pas forcément un mal, hein, j'ai aimé le film Joker et je pense que c'est un très bon film, mais il y a une majeure différence que je tiens à évoquer par rapport à Joker, c'est que Joker, lorsque le film est sorti, beaucoup de gens ont soutenu les actions du personnage principal, et ce, après même qu'il soit devenu le Joker. Ce qui, oui, est problématique. C'est parce qu'au début, le personnage, c'est juste un gars qui a une vie de merde dans une ville de merde, et donc forcément, on a de la peine pour lui, hein. Mais ensuite, à partir du moment où tu te mets à descendre des gens juste parce que tu les aimes pas, et parce que ça t'amuse,
Ouais, j'ai plus trop envie de te soutenir, hein. Je t'apprécie toujours en tant que personnage de film, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre un masque de clown pour aller manifester dans les rues et taper des policiers. Rassurez-vous, je parle toujours de personnage de film. Enfin, je crois. Mais bon, là où je veux en venir avec ça, c'est que si vous voulez voir un film Joker où vous pouvez soutenir le personnage pratiquement du début à la fin, avec quelques moments d'imperfection de la part du personnage où là on a plus trop envie de le suivre et c'est voulu, ben c'est Cruella, c'est complètement ça. Cruella, c'est un film Joker en plus sympa, on va dire. Ça c'est aussi un truc qu'on pourrait reprocher au film, c'est que c'est encore un cas de on est censé faire un film sur un méchant ou on le vend comme tel, mais on rend quand même le méchant un peu gentil, on le met face à pire que lui, et puis au final c'est pas complètement quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un un peu spécial et... Ouais bon, enfin bon, rassurez-vous, on est très loin d'un problème similaire à Maléfique. Vraiment? Non là c'est plus proche de... J'allais dire de Venom, mais en fait non, parce que même Cruella, je la trouve moins lissée que Venom. Ce qui est un peu triste. Et pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas encore vu Venom 2. J'irai le voir, parce que même si Venom était pas terrible, j'ai plutôt bien aimé. Et puis bon, voir Woody Harrelson, bon, Carnage, forcément, j'ai envie de le voir. Ça fait d'ailleurs penser que non, on ne parlera pas de films Marvel. Et ce pour les raisons suivantes. Déjà, de tous les films Marvel qui sont sortis l'année dernière, j'en ai vu qu'un, à savoir Les Éternels. Bon, après c'était bien, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est un chouette film et ça change un peu des autres Marvel. Et donc non, je n'ai pas vu Veuve Noire, même si j'ai envie de le voir. Je n'ai pas vu Shang-Chi, même si j'ai envie de le voir. Et je n'ai pas vu Spider-Man No Way Home. La phrase est finie. Fuck you! Et non, je n'ai pas encore commencé ni la série Marvel What If, ni la série Hawkeye. Rassurez-vous, c'est sur mon agenda. Mais honnêtement, le film est sympa, comme je l'ai dit, la bande originale est très chouette, que ce soit le thème principal, ou les musiques instrumentales, ou même les quelques chansons non originales qui ont été rajoutées dedans. Et surtout, un truc qui fait que j'aime autant ce film, bah, c'est le personnage titre, hein, je veux dire, bon, déjà, Emma Stone est très bonne dans le rôle, et aussi, ben, il y a un tel charisme qui déborde de ce personnage, encore une fois, c'est un Joker sympathique. On pourrait d'ailleurs aussi la comparer un peu à Harley Quinn. Ah, Jesus Christmas. Alors l'antagoniste principal est ridiculement détestable, mais forcément c'est voulu, et Emma Thompson arrive à rendre le personnage assez fun grâce à son acting et à ses répliques. À la santé de... moi. Et pour les autres personnages secondaires, hein, on a des personnages plutôt sympas. Bon, le personnage de Lita Darling est ridiculement transparent, et d'ailleurs il y a même, sans vraiment spoiler, une scène où on nous fait sentendre qu'il va se passer quelque chose de terrible avec son personnage. C'est du flan, on n'y revient jamais. En fait, même Anita elle-même n'est pas si utile que ça dans le film. Je veux dire, j'ai vu 2 fois déjà le film, hein, mais j'ai pas souvenir qu'elle avait un si gros impact que ça dans l'histoire. Ah oui. Et rassurez-vous d'ailleurs, non, ce film n'est pas du tout un remake des 100 Dalmatiens, c'est même pas vraiment une origin story pour l'antagoniste des 100 Dalmatiens. Elle, c'est du passé. C'est une origin story pour Cruella, mais clairement le film ne cherche pas à se faire passer pour un préquel des 100 Dalmatiens. Et bon, après, ce qu'ils ont fait avec Maléfique, c'était peut-être pas plus mal de se désolidariser complètement. Bon, par contre, il y a un truc qui est sous-entendu, c'est que, bah, disons qu'on, petit spoiler d'une scène qui en soi affecte pas tout le reste du film, mais qui est, bah, c'est la scène après le générique, donc, et non, c'est pas vraiment un teaser pour une suite, du moins pas que je sache, mais c'est que, alors spoiler du coup, bah, Cruella offre 2 chiens, à savoir les 2 chiens, du moins d'après leur nom, ce sont les 2 chiens des 100 Dalmatiens, les 2 parents. Seulement, vu que ces chiens ont sous-entend qu'ils viennent d'une portée, bah, du coup, ils viennent de la même portée. Bon, on va pas trop y réfléchir, hein, il y avait sûrement une autre portée qu'on n'a pas évoquée, mais comme on a évoqué qu'un seul chien enceinte, voilà. Et Horace et Jasper sont sympas, on les aime bien. Mais bref, voilà, c'est aussi ça que je disais par rapport au fait que c'était un peu un Joker en sympa, c'est que là, on adore voir ce personnage charismatique triompher à chaque fois. Et quand les rares fois où le personnage triomphe pas, ben, on se sent mal, ou alors on se dit parfois que c'est aussi un peu un aspect karmique, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bah, je peux pas vous spoiler, tout simplement. Mais donc oui, dans la veine des entre guillemets remakes Disney, c'est loin d'être le pire, si on peut appeler ça un remake, hein, c'est pratiquement sa propre entité. Et maintenant qu'on en a fini avec le seul produit en live action de cette petite liste, on va maintenant s'attaquer aux 3 autres morceaux ultra évidents, en commençant par...
Alors, commençons donc par le petit bébé de chez Pixar que Disney a voulu garder pour Disney+. Non, c'est début de l'année, pas cette année. Luca. Alors, ce film, c'est probablement un de ceux sur lesquels je vais moins m'étendre parce que j'ai pas grand chose à dire à part que, animation à part, que je suis obligé que ça ne sert à rien de dire que l'animation est bien parce que c'est Pixar, donc tu t'attends à quoi, hein, c'est très joli, ça ressemble, en plus, niveau design, ça ne ressemble pas vraiment à d'autres Pixar, donc c'est aussi un autre bon point. C'est mignon, c'est rigolo, ça a des chouettes personnages, on aime bien un peu l'utilisation de la culture italienne, même si c'est pas non plus hyper poussé, mais pour ce que c'est sympa. On a une nouvelle représentation des sirènes maintenant chez Disney. D'ailleurs, ça n'a pas pris longtemps pour les gens à faire des comparaisons entre la petite sirène et ça. Et oui, il y a des points communs ici et là. En même temps, les deux, c'est l'histoire d'une sirène, en l'occurrence d'un homme poisson, qui devient humain pour aller sur Terre et qui découvre l'humanité. La majeure différence, c'est que l'une meurt d'envie d'y aller et l'autre n'a aucune envie d'y aller. Ce qui amènera d'ailleurs à d'autres scènes assez drôles. Donc pas grand chose à dire sur Luca, c'est mignon, c'est drôle, c'est sympa, c'est de la Pixar goodness, donc vous pouvez le regarder, vous devriez passer un bon moment, il n'y a pas de raison. Juste par contre, c'est moi où le méchant de ce film, il ressemble fortement à un personnage qui pourrait passer dans Jimmy Neutron. Tu vas m'apporter à quelques likes de plus, toi, de ta présence, je le sens. Les gens adorent les chats. Ensuite, autre gros morceau. Découvrez la famille Madrigal. Entrez dans la famille Madrigal. Nous sommes tous là. La famille Madrigal. Ou Cardigal, comme je l'avais écrit dans mes notes. Bon, on va dire Encanto pour court, avec ses titres originaux. C'est l'histoire d'une famille où chaque membre a un pouvoir magique, capacité spéciale si vous voulez. Bref, voilà, donc en gros leur maison c'est le manoir d'X-Men. Et donc, passé un certain âge, chaque personnage se rend à la porte de sa chambre qui est créée dans la maison qui est magique elle aussi et qui est visiblement vivante, ce qui amène d'ailleurs à quelques bons gags. Et donc la personne doit ensuite, lorsque la porte s'ouvre, lorsque la porte apparaît, rentrer dans sa chambre et elle obtient son pouvoir. Enfin, elle obtient son pouvoir au moment où on touche la poignée de la porte. Mais bref, et notre personnage principal, devinez quoi, elle n'a pas de pouvoir. Et donc évidemment on a le coup classique du personnage qui se dit mais pourquoi moi je peux pas être spécial comme tout le monde? Parce que si tout le monde est spécial, personne ne l'est, je te vois toi là-bas. Hein. Et donc c'est ce détail mis à part qui fait se demander entre ça et certains dialogues, plusieurs dialogues même avec sa famille te font demander comment la meuf elle arrive encore à garder le sourire et comment elle est encore en vie en fait. Et donc la famille rend des services à leur village et tout va pour le mieux. Jusqu'au jour où on sent que la source de la magie de la famille, disons qu'il y a quand même un petit problème avec cette source et que du coup ça va être à elle de découvrir de quoi il en retourne. Et le film est très bien, malgré certains points, genre, disons que certains personnages vont peut-être nécessiter un petit peu plus de développement, il y a certains personnages qui font carrément office de figuration, ce qui est un peu bizarre, parce que toute la famille est concernée, mais il n'y a que quelques membres de la famille qu'on développe. Et aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que, sans vous spoiler, vous voyez dans beaucoup de Disney / Pixar, il y a souvent plusieurs étapes, avec parfois certaines qui ne sont pas là, certaines qui sont là, mais généralement ça suit plus ou moins la même structure. Alors, ces étapes dont j'arrive à me remémorer dans cette petite théorie à moi, c'est bon alors, première étape, on place le décor. Deuxième étape, il se passe quelque chose. Troisième étape, le départ entre guillemets, ou du moins le début de la quête. Quatrième étape, l'aventure. Cinquième étape, c'est vraiment la merde. Sixième étape, c'est la merde mais on doit se battre. Étape suivante, c'est on a réussi. Et dernière étape, c'est voilà, maintenant la vie c'est comme ça. Quand je pense que j'ai passé des années sans scripter mes vidéos, on se demande comment j'ai fait. Eh bien disons que dans ce film, il y a la plupart de ces éléments-là, mais disons que bon, plus ou moins spoiler, on passe un peu du moment c'est vraiment la merde à on a réussi. Voilà, il n'y a pas vraiment de combat final entre guillemets. Bon, en même temps, bon, je sais pas si c'est vraiment un spoiler, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchant en fait dans ce film. Bon, il y a bien un personnage qui, pour la plupart des spectateurs, je pense, va s'écrire le mot antagoniste sur son front au fer rouge, ou enfoiré en fonction de votre vocabulaire. Mais il n'y a pas vraiment de méchant à abattre, c'est plutôt un problème à régler. Et quand on est arrivé au moment du ça y est c'est fini, je me suis dit
Attends, mais on y est déjà à ce moment-là, en fait? J'ai mis du temps à m'en rendre compte, en fait, c'est dire. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est un peu chelou, il y a un peu qu'il manque quelque chose. Et je connais aussi quelqu'un qui s'est plaint un peu que le film, dans son aspect enfantin, cachait trop l'aspect grave derrière l'histoire de la famille. Mais bon, tant ça que le film ne l'aborde pas beaucoup. Après, est-ce que c'est un défaut ou pas? Je laisse les gens plus doués que moi en débattre. D'accord. Et dernier élément, si vous n'aimez pas trop les chansons Disney, accrochez-vous bien pour ce film si vous voulez quand même l'essayer, parce que ce film c'est vraiment une comédie musicale Disney. Et pour ceux qui veulent savoir quelle était ma chanson préférée du film, Sous les apparences, de loin. En plus c'est chanté par un personnage de femme forte, mais au sens littéral. Je n'ai pas peur, je suis solide. Et comme la roche, je suis une dure à cuire. Très bien. Ouais, faux. Excusez-moi, c'est un truc dans la gorge. Et enfin, pour terminer avec le Disney, vous avez peut-être cru que je l'avais oublié parce que je n'y suis pas pris par ordre chronologique. Et bon, rassurez-vous, je l'ai pas oublié. Si j'ai gardé ce Disney pour la fin de cette catégorie, c'est bien simple. Des trois, c'est clairement mon préféré. L'animation bon, est toujours d'excellente qualité. Les personnages sont toujours sympathiques. Il n'y a pas de chansons, donc si vous n'aimez pas quand il y a des chansons, vous inquiétez pas. L'héroïne Raya est cool. Il y a quelques scènes d'action qui sont franchement pas mal et des idées visuelles franchement chouettes. Mais bon, du coup, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire hein? Donc Raya, princesse entre guillemets, j'avoue je sais pas trop si elle va rejoindre ou non la catégorie des princesses Disney. Parce qu'après les mondes de Raph 2.0, j'ai un peu l'impression que le panthéon, enfin j'ai ce pressentiment que le panthéon des princesses Disney est un peu fermé maintenant, genre c'est fini, c'est saturé. Salut. Peut-être que c'est juste une impression, je sais pas. Mais bref, alors Raya reçoit chez elle, ou du moins chez son père, les familles des autres royaumes pour faire une sorte de trait de paix, genre tout va bien, on est tous amis, on est tous copains. Le problème aussi c'est que le palais de Raya cache un objet précieux, disons, que justement sa famille doit protéger. Et je vous laisse deviner combien de temps ça met, parce que je vous le dis tout de suite, moi dès que j'ai vu l'objet à un moment donné, je sais plus lequel de ces deux possibilités je me suis dit direct. Je me suis direct soit dit, ok ce truc va être volé dans pas longtemps, ou ce truc va être cassé dans pas longtemps, mais c'est un des deux en tout cas. Et disons que un mal va s'abattre sur le monde, et Raya va donc devoir retrouver... Vous l'avez? Et donc, le point sur lequel je vais m'attarder par rapport à ce film, c'est donc le personnage de Sisu, le dernier dragon, car n'ayant vu, il me semble, avant de voir le film, que le tout premier trailer, pratiquement un teaser à ce stade, j'ai donc été très surpris par le personnage de Sisu lors de sa première apparition, parce qu'en gros, quand elle apparaît, c'est le génie dans Aladdin. C'est littéralement, bon déjà c'est une créature bleue magique, mais surtout c'est un personnage qui apparaît dans un nuage de fumée avec des scintillements, des étincelles, des paillettes, et une musique dramatique avec un personnage humain qui est un peu sous tension, à dire qu'est-ce que c'est cette chose, etc. Le personnage apparaît, on voit sa silhouette dans la fumée. Première réplique qui sort, ça casse complètement l'aspect majestueux pour faire comprendre qu'on a affaire à un personnage comique. Vous êtes lumineuse. Oh, merci. J'utilise un masque à base d'argile et d'aloe vera. Ce qui n'est pas un mal d'ailleurs parce que c'est très certainement mon personnage préféré de tout le film et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Le personnage est fun, en plus d'être bien doublé, et un truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que, à un moment donné, le personnage se transforme en humain, ce qui n'est pas vraiment un spoil, c'est juste pour passer inaperçu. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Et un truc que je trouve intéressant dans les changements humaines, c'est que, avec le design qu'ils lui ont fait, c'est impossible de savoir si elle est censée être jeune, vieille, entre les deux, c'est vraiment neutre. Ça, je trouve que c'était encore une très bonne idée, vu qu'on ne sait pas exactement quel âge vont avoir le personnage, ni même si les dragons vieillissent. Et oui, il y a de la comédie dans ce film, mais il n'y a pas que ça. Et comme je l'ai dit, il y a aussi quelques scènes d'action cool et des moments plus sérieux. Donc je sais que vu que c'est sur cette liste, ça sert à rien de le préciser, mais comme je le dis, je recommande. Et voilà, on a enfin fini avec les obligatoires Disney. Et maintenant, on va passer au reste. Et une autre précision que je tiens à faire, c'est que pour la quasi-totalité des œuvres qu'on va aborder maintenant, que ce soit film ou série, on peut remercier une autre compagnie.
ouais, accrochez-vous, parce que tout le reste, ça va être du Netflix. Parce que vraiment, l'année dernière, Netflix, ils étaient en feu en termes de nouveaux contenus. Et vous allez vite le voir. Les derniers humains doivent être par ici, quelque part. Attendez. Ils arrivent. Est-ce un mec orange de 1993 Oui. On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous. Les Mitchells contre les machines. Alors, quand j'ai vu l'image de ce film sur Netflix, j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, un film par les créateurs de Spider-Verse, je me suis dit, ça peut pas être si mauvais que ça. Puis j'ai regardé le film, et ce film est incroyable. L'animation est énorme, que là on est dans un style qui selon moi se rapprocherait plus d'un Hôtel Transylvanie. Vous savez, carton en 3D, mais incroyablement fluide, souple et énergique. On a de l'humour absolument tordant. Les personnages sont très attachants, en plus de tout savoir droit à leur petit arc de développement de personnage. L'histoire qui reprend le concept classique d'une invasion de robots qui veut anéantir l'humanité, c'est une bonne base, mais ce qui est drôle justement, c'est ce qu'en fait le film avec les seuls survivants, c'est une famille absolument pas badass et qui a, disons, qui a pas les meilleurs liens du monde. Hein. Et aussi il y a des scènes d'action absolument ébouriffantes. Bah, encore une fois, hein, Spider-Verse. Et d'ailleurs, petite anecdote, donc je suis pas nécessairement censé révéler, mais bon, c'est pour mon public anglophone. Et bon, je sais pas, ça se trouve, la vidéo sera sortie d'ici là. Mais j'ai été contacté l'an passé pour participer à une YouTube Poop collab, oui encore une, qui refait l'intégralité du film, mais donc en YouTube Poop, avec chacun une scène désignée pour lui. Et moi, la scène que j'ai eue, c'est la scène de la pub pour la compagnie aérienne des robots. Vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Et si vous l'avez pas vu, bah allez voir. Alors le film que je tiens à aborder maintenant, je vais pas en parler très longtemps, et clairement de tous les films dont on a parlé jusqu'ici, et même de manière générale, c'est probablement le moins bon. Et en soi, il est pas si extraordinaire que ça, mais vous avez sûrement déjà vu ou entrevu ces films qui graphiquement sont pas très impressionnants, voire sont carrément en retard, et que quand tu les regardes, ben c'est genre, bah ouais, enfin c'est basique. Par exemple, l'année dernière, j'ai enfin regardé le fameux film Alpha et Omega, dont j'avais tant entendu parler parce que apparemment ce film a une fanbase dévouée ainsi que plusieurs suites. Et je vois absolument pas pourquoi, parce que franchement ce film est basique sur tous les points, c'est franchement oubliable. Mais le film dont je voulais parler donc, c'est un film apparemment produit en Allemagne, si je dis pas de bêtises, et où Netflix a acquéri les droits. Quoi ? On dit pas acquérir les droits. Netflix a acquis les droits. Ok, merci professeur. Le film en question, donc c'est un film qui, sur de ma part, a été produit en Allemagne. Et est-ce que par contre, est-ce que tu comptes écouter aux portes pendant tout le long? Et donc le film en question, c'est un film produit en Allemagne, si je dis pas de bêtises, et dont Netflix aurait acquis les droits pour je ne sais trop quelle raison. Ce film en question, c'est Le Dragon Argenté. Dragon Rider. Si vous l'avez pas deviné, ça parle d'un dragon doré Comedy. qui part à l'aventure pour retrouver un endroit sacré où les dragons pourraient vivre cachés des humains. Et je précise que ça se passe à notre époque, hein, pas à une époque médiévalo-fantasy. Il est accompagné dans son aventure par Fleur de Soufre, une cobalt, je sais plus quoi. Si je retrouve entre temps, je mettrai le nom de la créature en question, mais j'ai complètement oublié c'était de quelle espèce. Mais bon, voilà, c'est une créature, donc c'est la femme forte du groupe, c'est aussi la seule femme du groupe, mais bon, en même temps, ils sont que deux, plus un, à savoir évidemment un humain qui, au lieu d'être ce paragon de vertu comme on en voit dans, je sais pas moi, E.T., le géant de fer, tout ce genre de trucs, en fait, c'est même pas un personnage à la Harold, hein, qui genre j'aime pas les dragons, mais je me rends vite compte qu'il faut que je les protège et qu'en fait ils sont gentils. Non, non, c'est pas ça. C'est juste un gars qui, évidemment, les humains ils savent pas que les dragons existent. Alors quand il en voit un, premier réflexe, c'est oh mon dieu, un dragon. Et surtout, il veut se servir d'eux de façon malhonnête pour échapper à la police. Et encore une fois, le film est pas spécialement extraordinaire. Je veux dire, le méchant est pas particulièrement intéressant, hein, c'est juste une espèce de dragon robot qui bouffe les dragons. Les méchants secondaires sont vraiment pas au niveau d'un Disney. Pas, je veux dire qu'on est loin d'un Monsieur Mouche ou des Hyènes du Roi Lion. Prends-en pas de notes, mouche. Prends-en pas de notes, mouche.
À vos ordres, capitaine. Et l'animation est pas spécialement impressionnante, hein, elle est même plutôt limitée par rapport à d'autres films. Mais je sais pas, il y a ce petit truc qui a fait que j'ai réussi à regarder le film jusqu'au bout et que je m'ennuyais pas spécialement. Il y a quelques bons gags, les personnages sont pas détestables, mais ça vole pas spécialement haut. Ce qui est un comble pour un film sur un dragon. Découvrez la famille. Mais je sais pas, il y a quelque chose, un petit je ne sais quoi qui fait que j'ai pas détesté le film, une espèce de petite étincelle de créativité ou je ne sais quoi. J'ai pas détesté les personnages, notamment le personnage de Fleur de Soufre, que j'ai même dessiné sur ma galerie DeviantArt, sur laquelle j'avais pas dû poster quoi que ce soit depuis genre 2017. How are you planning to get there? I've got wings, haven't I? Alors, ce film, ça va être dur de l'aborder. Car ce film appartient à une certaine licence qui... Bon, déjà, petit background vite fait. Alors, je l'ai sur Netflix, je vois l'affiche comme ça par hasard et je me dis, tiens, Netflix, ils ont produit ça. Alors, par curiosité, parce que c'était une licence que je connaissais un petit peu, j'avais notamment commencé à l'époque du lycée par curiosité à regarder un peu la série, puis j'avais fini par un peu oublier. Bref, alors je vois l'affiche, je me dis qu'il y a Netflix qui ont produit ça, donc du coup je décide de regarder le trailer. Je commence le trailer, et puis, en fait, je le finis pas, parce que avant même d'avoir fini le trailer, je me dis, bon, ok, alors, bon, je vais peut-être pas regarder le trailer jusqu'au bout, parce que déjà, quand même, il a l'air d'en dire pas mal sur le film, qui en plus n'est pas un très long film, mais surtout, le trailer m'avait vendu, et je me suis dit, bon, ok, là, je suis un peu obligé de le voir. Je regarde le film, et... il se retrouve sur cette liste. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce film? Pourquoi tant de mystère? Pourquoi tant d'hésitation? Bon, au bout d'un moment, faut arrêter, hein. J'ai promis d'être honnête durant mes vidéos. Et de toute façon, il faut bien que j'en parle, hein. Donc autant en finir tout de suite, autant arracher le pansement d'un coup. Comme ça, ce sera fait. Salut, nouvel ami. Une attaque de licorne! Bon, oui, j'avoue, oui, j'ai kiffé ce film, oui. Qu'est-ce que je vous dis, l'animation est bien, les personnages sont super attachants, les chansons sont très chouettes, la musique en général est plutôt bien, l'histoire est intéressante, l'univers est développé, il y a tout dans ce film, c'est comme un Disney, mais genre, c'est du très bon. Et puis je veux dire, tu sens que le film, il a pris des leçons de sa précédente itération, il s'est dit, bon, ça a bien marché, hein, donc maintenant qu'on passe à la génération suivante, il faut garder un peu cette idée-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais sans recopier le précédent. Et du coup, on a un super film. J'ai même ri à certains moments, notamment à certains passages avec le méchant, qui m'a fait mourir de rire. Mais vraiment, j'ai explosé de rire et j'ai repassé le passage en boucle. Je dirais pas c'est quel moment, parce que ça impliquerait de vous faire un peu un spoil. Mais c'est vraiment très bon. Après, j'avoue que certaines personnes qui partageaient leur avis, ont dit qu'ils s'attendaient à quelque chose d'un petit peu plus grandiose. Comme le précédent film, que j'ai pas vu, mais qui en effet, des images que j'ai vues, a l'air un petit peu plus grandiose dans son histoire et dans ses scènes d'action, etc. Là, c'est un film un peu plus restreint dans son univers, mais qui s'intéresse à toutes les espèces et qui nous raconte franchement une histoire pleine de fun, de rebondissements, de développement de personnages, bref, il y a absolument tout. Salade, oignons, tomates et supplément fromage. D'ailleurs, tu sens que le film ne parle pas qu'aux enfants, notamment avec certains gags comme la présence d'un personnage de Pégase qui est littéralement une Instagrammeuse. Et c'est pas poussé à l'extrême, genre regardez-nous comme on est jeune. Non, c'est très bien amené et c'est très drôle. Et pour les autres personnages, l'héroïne est très chouette. Ce personnage de licorne, dès que j'ai vu au trailer, je me suis dit... Tu peux faire flotter ça. Je peux faire ceci. Oh, toi, je vais t'adorer. Bon, en même temps, faut dire, c'est pratiquement la Pinkie Pie du groupe, hein, on va pas se leurrer. Et tout le monde aime Pinkie Pie. Tout le monde fait une partie de cache-cache. Je vous vois. T'as dit qu'il faudrait refaire une fête bientôt. Et on est bientôt. Et l'autre personnage de Pégase, en 2 mots, Rainbow Dash. Wow, une licorne et un poney terrestre. Eh ben, cette journée devient déjà plus intéressante. C'est dans la poche. Allez, comme j'ai dit, les chansons sont très cool, notamment la chanson Fit Right In. Je sais pas s'il y a un titre français officiel.
que j'ai téléchargé sur Spotify. C'est parti, arrache les pages du livre d'anatomie. Oui, nous sommes des agents secrets, mais pas des bandits. Quand vous prendrez un bain de foule déguisé. Donc ouais, ce film était très bon, j'ai beaucoup aimé. Il est possible que je le revoie et je vous le recommande. D'ailleurs, après avoir vu le film, ça m'a même donné envie de retenter l'expérience avec la série. Et il n'y a pas à dire, la série est très bien. Et justement, en parlant de série, passons à ça. Alors vite fait, avant de parler des séries sorties en 2021 que j'ai regardées en 2021, je tiens tout de même à évoquer deux séries d'animation japonaise. Une que j'ai finie en 2021 et une que j'ai commencé en 2021, mais dont aucune n'est sortie en 2021. Voilà, c'est un peu hors sujet, mais bon, tant pis. La première... Oui, Hunter x Hunter est génial, et c'est officiellement un de mes animés préférés. J'ai dû me dépêcher de le finir parce que Netflix a annoncé qu'ils allaient le supprimer de leur catalogue le 31 décembre. En fait, non. Alors je me suis fait pratiquement un marathon, mais j'ai pu finir la série et je regrette rien, c'était fantastique. L'action est géniale, les personnages sont super, la VF est très bien, parce que oui, je regarde les animés en VF, foutez-moi la paix. Et je me suis même procuré un poster de Meruem pour mon décor. Bon, j'ai remarqué seulement après l'avoir acheté que c'était visiblement un fanart volé, mais... je pouvais pas vraiment retourner. Puis à quoi être surpris, c'est les mêmes personnes qui m'ont vendu plusieurs des posters que j'ai ici et qui étaient tous des posters officiels. Donc bon, je vais essayer de prévenir le créateur de l'œuvre originale, mais il m'a jamais répondu. Et d'ailleurs, quand tu vois à quel point cette série est incroyablement bien animée, ouais, disons que alors, je ne suis pas de ceux qui crachaient sur l'animation dans Dragon Ball Super, mais depuis que j'ai fini la série et que j'ai remarqué pas mal de plans répétés 3 ou 4 fois, ce qui pouvait encore passer, mais quand Dragon Ball Super le fait en un seul épisode environ 3 ou 4 fois, c'est très vite chiant, surtout quand ça se fait en quelques minutes. Je te regarde, le tournoi du pouvoir. Bref, je peux comprendre que ça en fasse chier plus d'un. C'est clairement un des animés les mieux animés que j'ai vu. D'ailleurs, par curiosité, c'est qui votre personnage préféré dans Hunter x Hunter? Parce que bon, moi j'adore Gon, il est très chouette et en plus il est doublé par Jackie Berger, à la voix non seulement de Esteban dans Les Cités d'Or, mais aussi du roi Léo dans l'animé du même nom. Laisse-moi tranquille, je vais être seule. Je ne peux pas laisser faire ça, il faut que j'aille à leur secours. Moi, c'est Gon. Que le roi lion n'a pas plagié, ne parlez pas sans savoir, merci. Et oui, j'aime aussi le personnage d'Hisoka. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Pourquoi cet air si sérieux? Malgré le fait que, après un certain temps dans la série, tu te rends compte que c'est pas juste un psychopathe, c'est aussi un... Et moi en tout cas, je pense que mes 3 personnages préférés, Gon mis à part, ce serait Killua, parce qu'il est badass et très intéressant comme personnage. Si vous vous approchez de nous, je vous massacre. Je serai impitoyable, vous y passerez tous. Léolio, parce qu'il est hilarant et... Je sais pas, je ne sais pas si c'est que je me reconnais en lui, mais... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je m'identifie partiellement à lui. Peut-être son ras-le-bol du monde de fou dans lequel il vit. Bah, tout ça est si futile. De quoi? Et aussi personnage dont on parle beaucoup moins car beaucoup plus secondaire, mais également un personnage qui est peut-être le seul qui me vient à l'esprit à avoir réussi à me conquérir uniquement avec sa personnalité sans être badass, sexy ou même drôle. Je parle de la pureté, la bonté et la sérénité incarnée. Ah, Senritsu. C'est quoi? Toutes les meufs sexy de cette série, ou même toutes les waifus de toute l'histoire des animés. Senritsu is best girl! Et enfin, l'animé que j'ai commencé en 2021, notamment parce que j'avais repéré la première partie en DVD sur Amazon et je me suis dit, c'est vraiment pas cher et j'aimerais beaucoup essayer cette série, donc pourquoi pas. Je veux tout simplement parler de Saint Seiya! Open up your wings. Oh yes, Saint Seiya. Fly to the stars and above the sky. Mon dieu que j'aime cette série. J'aime les personnages, j'aime leurs aventures, j'aime le concept, j'aime tous les arcs, y compris l'arc d'Asgard qui, je suis au courant, n'était pas dans le manga, mais bon, je suis pas trop du genre lecteur. J'aime même la VF assez
culte, on va dire, des 3 premiers tiers de la série. Je n'ai encore jamais combattu quelqu'un capable de lire aussi clairement dans mes pensées et dans mon cœur. Il faudra donc que j'en finisse avec toi avant que la mort ne m'envahisse. Là, je vais prendre une douche. Puis d'ailleurs, ceux qui disent que toute la série a une VF pourrie, vous êtes durs. Genre ouais, les 3 premiers tiers de la série ont une VF assez d'époque, disons. Mais je trouve que les gens se focalisent pas assez sur la VF de l'arc d'Hadès, qui est quand même vachement mieux. Je ne te laisserai pas tuer mon frère sans bouger le petit doigt. La réponse est évidente, les chevaliers d'Athéna. En plus d'être mieux animé. Salut, c'est Geek Forever en train de faire le montage et je tiens à préciser que depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai fini la série et que certaines voix de la première VF sont revenues pour les 2 derniers tiers de l'arc de Hadès. Après je me plains pas, les voix en question c'était les voix d'Athéna et de Seiya. Et tout le monde aime Éric le Grand. J'ai comme l'impression que vos braves petits soldats ne sont pas tout à fait à la hauteur. Que mon Cosmo atteigne son paroxysme par les météores de Pégase. Comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer. Comment oses-tu frapper ma bulle? D'ailleurs, à propos de l'arc d'Hadès, ce que je tiens à dire, c'est que maintenant j'ai la série complète en DVD, mais ce que je comprends pas, c'est que quand il s'agit de l'arc d'Hadès, les 2 derniers tiers de l'arc sont en boîte relativement classique. Alors pourquoi le premier tiers est présenté dans une boîte comme ça? Avec 2 dépliants, avec chacun 2 disques à l'intérieur. Je veux dire, c'est joli, hein, mais je comprends pas pourquoi c'est vendu de la sorte. J'ai limite l'impression d'avoir acheté l'album de la série en fait. Il serait cool aussi, mais c'est pas le cas. Donc, si quelqu'un a une explication, je suis tout oui. Hi Toutoué, I'm Dad. Et j'aime beaucoup cette série, j'y ai pas vraiment trouvé de longueur. En fait, il n'y a pas vraiment de filler, j'ai l'impression, dans cette série. Du moins, pas beaucoup. Et non, l'arc d'Asgard, ça compte pas. C'est pas parce que c'est pas dans le manga que c'est juste du remplissage. Ou alors, on retire officiellement filler des termes péjoratifs. Ça m'énerve, les gens qui disent oh bah c'est pas dans le manga donc c'est pas arrivé. Bah si c'est arrivé, si c'est dans la série c'est arrivé. Parce que excusez-moi mais quand je regarde une série j'ai pas envie de me dire cet épisode là n'est pas arrivé, mais celui-ci si. Et pour ceux qui se demandent quel est mon chevalier préféré, la réponse est bon j'aime beaucoup Seiya, mais non mon chevalier préféré c'est non, mon chevalier préféré c'est Shun, voilà je l'ai dit. Les chaînes nébulaires c'est cool, il a une armure cool comme tous les autres chevaliers on va dire. Et puis sa sensibilité, je trouve, le rend super attachant. Et pour les petits malins qui voudraient savoir quel est mon signe, je suis bélier. Et donc mon chevalier correspondant, c'est Mou. Cool. Salut les kids, je suis Mo du Bélier, et malgré mon caractère design, je suis un homme. Maintenant pour les séries vraiment sorties en 2021, et toutes produites par Netflix, tout d'abord une pour laquelle j'ai un peu triché, parce qu'elle est techniquement sortie l'année dernière, sauf de ma part, mais je n'ai commencé que cette année. On va dire que ça compte. Hilda. Alors je sais qu'il y a quelques épisodes, mais c'est franchement très bon. Je veux dire, bon déjà le style graphique est adorable, la musique est très cool, il y a beaucoup cet aspect clavecin un peu numérique, un peu électronique, c'est dur à expliquer mais ça donne vraiment un vrai charme à la musique et ça t'emporte vraiment quand la musique se lâche. Les personnages sont très attachants, notamment le personnage titre. L'univers n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est vraiment une bonne chose. La VF est très bien, on a d'ailleurs quelques voix connues, notamment Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman. Et oui, pour ceux qui se posent la question, notre cher Benoît double évidemment un personnage ancien et mystérieux, comme on l'aime. C'est également très mignon, poétique, on a un bestiaire de créatures magiques variées et originales. Et que vous soyez un adulte ou un enfant, je pense que vous pouvez la regarder sans problème. Sinon, je me pose la question, vous avez aimé quand Netflix ont pris le dessin animé qui servait à vendre des jouets du nom de She-Ra et qu'ils ont décidé de faire leur propre version? C'était cool, hein? Ça veut dire qu'ils fassent la même chose avec la série dont She-Ra est originellement un spin-off? Je détiens la force toute puissante. Et ouais, Netflix nous offre les maîtres de l'univers. Alors, j'ai même pas encore fini la saison 1, et j'avoue que de toutes les séries dont on parle, c'est pas non plus la plus incroyable de toutes. Mais pour ce que c'est, je trouve que c'est franchement pas mal du tout et suffisamment intéressant pour que je l'évoque ici. Déjà un truc qu'il faut reconnaître à cette série, à part qu'elle a un générique super cool, c'est qu'elle met en avant le fait que Musclor est pas tout seul et qu'il a des amis. Et là, ils ont tous droit à une transformation. Alors oui, c'est un peu enfantin, mais bon, ça reste moins enfantin que la série originale.
Et contrairement à la série originale, on ressent réellement les efforts derrière pour faire quelque chose de bon. Et faire autre chose que vendre des jouets. Alors, je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, que ce soit la série en elle-même ou le style graphique. Mais pour l'instant, moi ça va. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas encore fini la saison 1, c'est pas parce qu'il y a des tas de trucs que j'ai envie de voir. Et j'en profite également pour souligner une série qui n'est pas sortie en 2021, mais qui a encore récemment enchaîné nos autres épisodes. C'est une série également produite par Netflix, à savoir Les Maîtres de l'Univers Révélation. Les Maîtres de l'Univers, qui fait suite à la série originale. Et encore une fois, contrairement à la série originale, on sent réellement les efforts derrière. Notamment avec le fait que la série se focalise grandement sur les personnages secondaires, les personnages féminins, ce qui n'est pas plus mal car les personnages féminins n'étaient pas exactement les plus développés dans la série, en même temps qu'ils étaient. Bon, je suis méchant, j'ai pas vu tant que ça de la série originale et honnêtement, du peu que j'ai vu, je m'en souviens pas des masses. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Et on se focalise également pas mal sur les méchants ainsi que sur l'univers. Et bref, on développe tout ça, on développe ces personnages, on développe l'univers, on développe le lore. Et dès le premier épisode, on casse le statu quo de la série originale. Je ne dirais pas en quoi. En bref, Netflix va plutôt bien s'en sortir avec leurs adaptations. Et en parlant d'adaptation de jouets par Netflix, tout à l'heure on parlait de My Little Pony. Eh bien, vous savez quelle autre licence Hasbro Netflix a décidé d'adapter? Si vous voulez une série Transformers sans humains et qui se prend au sérieux, ne cherchez plus, vous avez la trilogie de la guerre pour Cybertron. Une série sans aucun humain, où tout ce que vous avez, ce sont les Transformers, luttant dans une guerre pour leur planète, avec des trahisons, des drames, du développement de personnages, des retournements de situation. Et bref, disons que ça, plus Bumblebee, ça fait que je commence réellement à apprécier les licences Transformers. Et je vous préviens tout de suite, à cette série, c'est pas du comique, hein. L'humour est pratiquement absent. Ce qui est assez dur à croire, je sais, quand on parle de Transformers, mais je suis sérieux, c'est sombre et ça se prend au sérieux tout du long, mais sans vraiment donner cette impression du « Ouh, regardez-moi quand je suis là !» En vrai, super série, et il faut vraiment réussir à m'accrocher pour que quand j'arrive à la fin de la saison 2, je sois genre « Oh non, où est la saison 3 Non, je veux voir la saison 3, s'il vous plaît !» D'ailleurs maintenant, j'ai suffisamment Transformers pour me remettre à essayer Transformers Prime. Ne serait-ce qu'en attendant la prochaine saison de la guerre pour Cybertron, car oui, il va y avoir une suite. Sinon, et là je m'adresse notamment aux gens de ma génération, vous vous souvenez Super Nana? Vous vous souvenez de la maison des amis imaginaires? Bref, vous vous souvenez de l'âge d'or de Cartoon Network? Eh ben, au cas où ça vous intéresserait, le créateur de nos super-héroïnes d'enfance préférées n'est pas resté les bras croisés depuis. Non, il est allé voir Netflix et avec eux, il nous a produit une petite série tout à fait sympathique, à savoir... Alors là, on attaque le haut du panier. Kid Cosmic, cette série est géniale. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fini la saison 2 il y a quelques jours, et waouh! Cette série est un bon sang de chef-d'œuvre, et j'utilise pas ce terme souvent. Le style graphique vraiment propre à la série, les personnages qui sont tous attachants. D'ailleurs, petit exploit, l'un des personnages est une petite fille, et j'avais peur au début que ce soit le personnage chiant qui vient faire chier les personnages un peu plus âgés lorsqu'ils tentent de sauver le monde. Mais non, le personnage est efficace, que ce soit sur le terrain ou en tant que personnage. Mais bon, c'est quoi l'histoire? Eh bien, en gros, l'histoire, c'est les super-héros qui doivent retrouver des pierres magiques qui ont des couleurs qui donnent chacune un pouvoir spécifique pour empêcher les extraterrestres diaboliques de mettre la main dessus. En réalité, je vous rassure, c'est très différent d'une histoire de Marvel, hein. On a une histoire à la fois hilarante, mais également avec des personnages très attachants, mais aussi des moments dramatiques, des moments même très tristes, voire même des moments un peu sombres. Et autant au début tu te dis juste que ça va être des petites aventures sympathiques, mais tu comprends très vite qu'il y a un vrai fil conducteur tout du long, et que plus on va avancer, plus les enjeux vont s'intensifier. Et j'aime autant vous dire, Kid Cosmic et son équipe de bras cassés n'ont rien à envier aux Avengers. Et quand je dis qu'ils n'ont rien à envier aux Avengers, ça vaut aussi pour le final de la saison 2, qui encore une fois, je ne spoilerai pas, mais disons que je pense qu'ils n'ont rien à envier à Endgame. Et je dis ça alors que j'adore Endgame. Ah, et aussi, la bande originale volontairement rock rétro est très chouette, notamment générique. Enfin bref, cette série est en or, je vous en supplie, ne passez pas à côté. Et histoire de terminer en beauté avec l'autre série en haut du panier, la série qui se bataille presque podium avec Kid Cosmic. Cette série va être un peu dure à introduire. Disons, pour faire une comparaison, vous connaissez Adventure Time ? Cette série avec un univers complètement starbé mais qui reste cohérent dans sa folie. Eh bien, autant vous dire tout de suite que même les aventures de Finn et Jake dans le pays enchanté de Ouh pourraient passer pour
tour de simples leçons d'histoire en comparaison de la folie de Centaur World. Centaur World, le plus beau de tous les mondes en couleur. Regarde un peu tous ces amis qui chantent bien, qui dansent bien, mi-animaux, mi-humains, qui sont là devant toi. J'attends que vous ayez fini de vomir votre arc-en-ciel. Alors, de quoi parle cette série? Pour faire simple... En fait, non, c'est pas possible de faire simple. Donc, bon, pour faire court, on suit le personnage de Jument. Elle s'appelle Jument, c'est encore plus dingue dans la vélo où elle s'appelle tout simplement Horse. Mais je vous dis tout de suite, vous pouvez regarder la VF sans problème, les deux sont toutes les deux excellentes. Hey, new friend, I'm glad you made it. What is this? Hey, ami, je suis vraiment ravie. Qu'est-ce que... quoi? Hey, you want the other one? Hey, vous voulez l'autre aussi? Salut, c'est encore Geek Forever en train de faire le montage. Après avoir fait quelques recherches, il s'avère que la voix de Jument, ou du moins sa voix anglaise, se nomme Kimiko Glenn. Just remember, Horse, you're doing this for her. Et devinez qui est-ce qu'elle a doublé d'autres en 2021 ? The unicorn, which you knew already. Donc bref, on suit Jument accompagnée de sa cavalière, qui en anglais elle appelle Rider, mais en français elle appelle Rebelle. Je suppose que c'était par souci de synchronisation labiale. Enfin bref, on les retrouve dans un monde sombre, en proie à une guerre terrible contre des créatures dangereuses, et devant ramener un artefact à leur commandant. Seulement, elles se font attaquer en cours de route, et alors que Jument tombe de la falaise avec l'artefact, il y a un grand flash de lumière, et elle se retrouve téléportée ailleurs. Déjà, le premier truc qu'elle remarque, avant même de remarquer où elle est autour d'elle, c'est qu'elle peut parler. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'au début, elle parle pas, c'est un cheval, malgré le fait qu'elle ait toujours l'expressivité et l'intelligence d'un animal de fiction. Et puis là, elle se met à parler, et j'aime beaucoup le fait qu'elle se rend compte qu'elle sait parler maintenant, qu'elle se dit « Attends, je peux parler maintenant ?» Wait, did I just say things with my mouth? And did you just understand me? Et si ce passage-là est drôle, c'est rien par rapport à ce qui suit, parce qu'après, elle découvre où elle est, et dans un monde, disons, diamétralement opposé au sien. C'est-à-dire qu'à la place de la pluie, de la mort, de la désolation et de la tristesse, c'est tout coloré, il y a des collines avec des porte-fesses. What door? What door? What door? What door? Et à la place des squelettes de soldats et des monstres maléfiques, on a des centaures qui chantent, qui dansent et qui mangent des rigole-crêpes. Et elle tombe vite sur une joyeuse bande de centaures, à savoir Wama Wing, qui est grosso modo la maman du groupe. Follow her! Safely! Follow her safely! Doc Bolton, le simplet du groupe. Hello. Glendale, la tarée kleptomane, enfin plus tarée que les autres. What are you doing? Salut, c'est Shakira! What are you doing? J'ai une meilleure question. Pourquoi Gamora? Shed, le bodybuilder, je dirais, enfin moi avec ses dialogues j'ai surtout retenu que c'était un connard avec le personnage principal, mais bon, voilà. Look what you're making me do! Yeah, look what you're making her do. Et un personnage qui, quand je l'ai vu la première fois, m'a fait un peu peur à cause de sa façon de parler, donc je m'attendais au pire, mais qui au final s'est avéré devenir un de mes personnages préférés, à savoir Zulius, le narcissique, et pour le moins... Does this mean that someone has to win the sash? Et d'ailleurs, petite anecdote pour la VF, vers milieu de saison 1, on a un certain personnage qui apparaît, bon, qui fait que des petites apparitions, surtout là pour la comédie, mais qui n'est doublé par nul autre que Emmanuel Curtil. Et pour ceux qui voient pas qui c'est, oh, c'est pas quelqu'un de très important, hein, c'est juste la voix française de Jim Carrey, de Chandler Bing, ou encore, je sais pas moi, de Kronk. Je ne sais pas encore, je le fais dans la spontanéité aujourd'hui. Au secours! Je suis devenu spontané! Et tu veux bien m'en placer? Oui. Oui, c'est Rachel. Ah, et comme je l'ai dit, les centaures chantent, donc ouais, il y a des chansons. Mais rassurez-vous, elles sont très bien. Même les chansons connes, ce qui arrive assez souvent, sont généralement censées être connes. Ça fait partie de l'univers, parce que justement, c'est un truc qui pourrait peut-être vous faire peur, c'est que les personnages sont volontairement censés représenter des sidekicks comiques. Et du coup, on pourrait avoir peur qu'ils deviennent lourds. Mais justement, il y a des moments où ils deviennent lourds, mais quand ils deviennent lourds, généralement, c'est voulu. Parce que le spectateur est généralement plus du point de vue de Jument, à savoir un personnage qui vient d'un monde un petit peu plus
terre à terre, disons. Et sur les gags, environ 99% font mouche. Mouche! L'animation est fantastique, c'est énergique, c'est coloré, c'est bourré de tonnes d'idées visuelles, que ce soit dans les designs, dans la façon d'animer les personnages, ou même dans les décors. Et malgré le fait que la série soit notée 7 ans et plus, tu sens que les gars qui ont fait la série ne visaient pas les enfants en priorité. Hein. Genre, merde, t'as carrément une blague sur les magazines genre Playboy ou Playgirl. Et aussi, si vous aviez peur que la série ce soit juste un personnage sérieux qui se fait chier dans un monde beaucoup trop coloré, joyeux, juste pour retourner chez elle, et ben rassurez-vous parce qu'on comprend que même le monde de Center World n'est pas aussi rose qu'il en a l'air. Et pourtant Dieu sait qu'il y en a du rose. Donc oui, Center World, un peu comme Click Cosmic, est une putain de tuerie que je recommande absolument. Et j'ai même pas encore commencé la saison 2. Mais ça a l'air un peu plus prometteur. Te voilà, Center World, on t'accueille dans notre troupeau de bon cœur. C'est promis, il n'y a qu'un seul endroit pour exprimer sa joie. La vie si sympa. C'est comme ça. À Center World. Et donc voilà, on en a pour ainsi dire fini avec le fameux coup de cœur de 2021. Et vite fait, je tiens à évoquer le fait que j'ai regardé le premier épisode de la série Final Space qui m'a été recommandé par mon pote Cachou Seven. Et pour l'instant c'est pas mal, donc je pense essayer de continuer à m'en donner. Et en ce qui concerne les séries sorties entre 2020 et 2021 que je n'ai pas encore regardé, on peut citer Kipo et l'âge des animonstres, Milo et High Five, Les chiens dans l'espace, Dogs in space. Da, 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 da. Et Eden Zero, et qui sont tous sur ma liste. Vous les avez regardé ces séries et vous, si c'est le cas, vous en avez pensé quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Juste, sans spoiler. Et donc c'est fini pour cette vidéo un peu improvisée de mes coups de cœur de 2021. J'espère que ça vous a un peu intéressé malgré le fait que ça se voit quand j'ai pas de script. Et comme c'est notre première ou plutôt deuxième vidéo de l'année, alors oui, une partie de mon temps, comme chaque année, sera pris en partie par les études, etc. Et je ne peux pas prévoir exactement combien de temps sera pris, ni même combien de temps il me restera. Mais je compte bien sûr continuer les vidéos. J'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur que je tiens à sortir cette année, notamment une grosse vidéo qui a été tournée l'année dernière, qui je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Hein. Ce sera parfait pour fêter les 7 ans de la chaîne, mais bon, ça sortira quand ça sortira, hein, peu importe la date. Sans compter que oui, je sortirai encore des vidéos anglophones pour mon public anglophone, comme ces montages que je faisais l'année dernière, parce que je me suis rendu compte que j'aimais faire ça et que ça plaisait aux gens. Et peut-être même que je ferai aussi des vidéos scriptées pour le public anglais, avec bien sûr la possibilité de les traduire en français. Alors pourquoi je les ferai en anglais d'abord? Ce serait très certainement pour pouvoir toucher un plus large public, et parce que justement je parlerai de sujets qui touchent pas mal de monde. Et bon, je tiens pas à faire d'annonce officielle ou quoi que ce soit, on verra quand on y sera. Et comme ça suffisait pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, et bien juste hier, on a eu l'annonce de la prochaine Michael Rosen Birthday Collab de cette année, pour les 67 ans de Michael Rosen, et je compte bien participer. Et donc oui, ça retirera encore un peu plus de temps aux vidéos françaises, mais rassurez-vous, j'en ai toujours en réserve beaucoup. Et donc voilà, on se quitte là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura quand même suffisamment intéressé, et j'espère que vous êtes intéressés de voir qu'est-ce qui pourra sortir cette année 2022. C'était Geek Forever, et sur putain de merde, l'éclairage est déjà assez dégueulasse, mais est-ce qu'on pourrait avoir un nuage encore plus gros s'il vous plaît? C'est pas un nuage. Allô? Geek? Dark Phoenix? Attends une seconde, j'ai un double appel. Oui? Ici Barthélémy. Et Barthélémy a deux bras, mais toujours bien rouge. Oh merde! Forever, c'est moi, ton futur toi. Et je viens te demander de retourner avec moi vers le futur. Bonjour. Je te ferai remarquer que tu as toujours un film à critiquer. Geek Forever. Je viens mendier ton aide à nouveau pour critiquer Mortal Kombat Annihilation. Sérieusement, ça doit bien faire 4 ans que je t'attends. Allez, bonne année 2022.